Bonjour et bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. On se retrouve donc pour l'étude de la défense sicilienne du point de vue des Noirs. C'est notre troisième et dernier volet du point de vue des Noirs. Il y aura évidemment d'autres vidéos sur la façon dont on doit traiter la sicilienne avec les Blancs, les méthodes d'attaque notamment. On verra ça bientôt. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les caractéristiques de l'attaque à l'aile dame pour le joueur des Noirs, pour le joueur qui mène les Noirs plutôt, dans la défense sicilienne. Donc on va vous montrer quelles sont les différentes possibilités pour attaquer. On va parler de colonne C, on va parler d'avant-poste en C4, on va parler d'attaque de minorité avec les pions. Bref, on va essayer de résumer tout ça avec Romu. Alors Romu, notre première partie, c'est une partie qui date un petit peu, 1943, si mes souvenirs sont exacts, entre Levenfish et Boleslavski, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, c'est une sicilienne des plus classiques, du moins du côté des Noirs. On voit que ils ont développé leur pièce de façon assez traditionnelle avec la structure D6-E5. D'ailleurs, c'est la structure Boleslavski, donc c'est pas vraiment étonnant qu'il joue la structure qui porte son nom. L'inconvénient est la case D5, qui est affaiblie. Donc les Blancs essayent en général d'utiliser la colonne D pour taper sur cette case et à terme essayer d'installer une pièce dessus. Les Noirs ont donc développé le fou en E6 qui est bien placé, il contrôle donc cette case et en même temps on voit qu'il a déjà un œil sur l'aile dame, aussi sur l'aile roi, mais vous doutez qu'aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur le côté droit de l'échiquier. Naturellement, la colonne C est ouverte comme dans toutes les Siciliennes, dans les Siciliennes ouvertes, donc la tour A8 est prête à bondir sur cette colonne et exercer une pression sur l'armée blanche située sur la colonne C. La dame aussi parfois peut aller sur l'aile dame, notamment la case A5, pour essayer de faire monter la pression. Et aussi, on en a parlé tout à l'heure en introduction avec Laurent, une des façons de faire monter la pression sur l'aile dame est d'avancer les pions. Donc souvent, vous verrez le pion A6 et B5 s'avancer, et après peut-être même B4, on peut imaginer B4, A5, etc., et faire des attaques de minorité sur ce côté avec les pions. Donc tout ça, voilà, ce sont les idées assez générales de cette position. On voit que les Blancs ont eu une approche un peu molle, un peu attentiste, puisque ils ont fait Dame D2, Tour D1 pour taper sur la colonne, sur la case D5 et sur la colonne D, mais on voit que le cavalier F3 notamment manque un peu de perspective. Il est limité par les pions E5 et H6 notamment. Il n'y a pas de pion F qui s'est avancé. On aurait en général, les Blancs essayent d'attaquer en avançant ce pion F en F4 pour essayer de créer un peu de conflit au centre et sur l'aile roi. Donc ils ont joué H3, enfin, ce sont des coups qui sont un peu mous. Donc les Noirs vont, par un jeu énergique de l'autre côté, prendre l'ascendant. Donc sans trop de surprise, Boleslavski a choisi de développer sa tour sur la colonne semi-ouverte, donc il a joué tour C8, qui est évidemment un coup qu'on fait avec la main, qui est hyper naturel. Ouais, la sicilienne, c'est la colonne C. Hein. On peut le résumer comme ça en quelque sorte. Donc ce coup de tour est obligatoire. Et ici, Levenfish joue un coup au premier abord un petit peu mystérieux, mais une fois qu'on y regarde de plus près, pas si idiot que ça. Levenfish souhaite lutter pour la case D5. Hein. On a déjà vu dans les vidéos précédentes que la bataille du centre était très importante. Et donc pour pouvoir obtenir cette case D5, on ne peut pas s'y installer plus tôt parce qu'on perdrait ici le pion sur E4. Alors l'objectif de cavalier H2, il est assez clair, c'est que par cavalier G4, on pourrait échanger ce fameux défenseur de la case D5, et pourquoi pas, si ce sont les Noirs qui prennent sur G4, après fou prend G4, échanger également le second défenseur. Donc si ces deux pièces-là disparaissent chez les Noirs, automatiquement la case D5 deviendra extrêmement sensible, en tout cas encore plus qu'elle ne l'est en ce moment. Donc ici, il faut réagir avec les Noirs, c'est ça? Oui,
Exactement. Donc les blancs ont un plan, une idée stratégique donc, que tu viens d'évoquer. Donc maintenant, ben, tout est bien placé pour commencer l'attaque sur l'aile dame et il joue le coup cavalier à 5. Alors, quelle est l'idée de ce coup cavalier à 5? Ça a l'air mystérieux, on dit que les cavaliers au bord sont des cavaliers qui dorment. Qu'est-ce qu'est en train de faire Boleslavski finalement? Ben, il vise l'avant-poste en C4. C'est une des cases privilégiées pour les pièces noires dans la sicilienne et notamment pour les cavaliers. C'est un avant-poste de choix en C4. Pourquoi? Parce que lorsque le cavalier est posté en C4, bon, il va attaquer bien sûr la dame, il va attaquer le fou E3, mais aussi le pion B2. Donc c'est pas facile pour les blancs de tolérer pendant trop longtemps ce cavalier en C4 qui agit un peu comme une pieuvre, comme tu aimes bien dire, Laurent, ouais, qui attaque un peu tout, et ça va forcément provoquer des affaiblissements dans le camp des blancs que les noirs ensuite vont essayer d'exploiter. Donc c'est vraiment une case de choix pour un cavalier, et dans beaucoup de siciliennes, ce cavalier se dirige vers la case C4. Alors là, le chemin du cavalier B8 a été donc de passer par C6 puis A5. Parfois, c'est D7, B6 et C4. Et parfois, c'est D7, E5, C4. Selon les structures, selon la structure centrale. Mais très régulièrement, ce cavalier est destiné à atterrir sur cette fameuse case C4. Ouais, et puis si jamais il n'a pas pu y venir, le deuxième cavalier aurait le droit de trouver un chemin aussi, notamment par la case D7. Et on retrouve les mêmes chemins que pour son camarade. Et parmi les affaiblissements dont tu as parlé, les affaiblissements pour les blancs, on imagine que les blancs qui n'auraient pas envie de voir un cavalier arriver en C4 devraient jouer E5, ou bien devraient jouer fou prend C4 une fois que le cavalier va se présenter. Et tout ça, ce sont des affaiblissements. Par exemple, fou prend C4, ça donnerait la paire de fou à l'adversaire, alors que le coup B3 donnerait de l'eau au moulin des noirs, puisque bien entendu l'un des objectifs de cette colonne C, on peut bien sûr doubler dessus, hein, l'un des objectifs c'est d'aller attaquer le pion C2, donc forcément si les noirs ont été amenés à jouer le coup B3, automatiquement le pion C2 deviendra arriéré et encore plus faible. Donc quand on amène le cavalier en C4, on ne sait pas à l'avance quelle va être la concession, on va dire, de la part de l'adversaire, mais on sait qu'il va devoir concéder quelque chose. Oui, bien sûr. Oui, et le pion B aussi, si le pion blanc s'avance en B3, il y a le pion C2 qui est arriéré et aussi le cavalier C3 qui est fragilisé. Ouais, les cases noires en général. Donc ça fait beaucoup d'affaiblissement qui risquent d'être problématiques. Oui, tout à fait. Okay. Donc là, il a joué Dame 1, si je ne me trompe pas. C'est ça, il a voulu anticiper le coup cavalier C4 qui devait le déranger. Et ce que fait Levenfish, c'est qu'il essaie de ne pas faire de concession pour l'instant. C'est-à-dire qu'après cavalier C4, il ne veut pas donner la paire de fou, il ne veut pas jouer B3, il ne veut pas se laisser prendre en E3. Bon, ça j'ai envie de dire évidemment. Et il joue le coup fou C1, bon, qui est quand même particulièrement passif. De toute façon, dans cette partie, ce que vous devez retenir, c'est que en 1943, évidemment, les Blancs ne savaient pas autant de choses qu'aujourd'hui. Ils ne savaient peut-être pas encore à quel point il était primordial pour eux d'utiliser l'avantage de développement pour attaquer. Et voilà, le fait de ne pas être très actif et d'aller vers l'avant avec les Blancs, ça peut donner ce genre de partie. Donc parfois, dans les parties d'amateurs, on trouve encore des gens qui jouent de cette façon-là avec les Blancs. Donc si vous êtes comme nous, c'est-à-dire si vous jouez au niveau amateur, on a beau avoir des titres, nous ne sommes que des amateurs, vous pouvez parfois, même si c'est de plus en plus rare, tomber sur des gens qui sont un petit peu trop passifs dans l'ouverture. Et la méthode d'exploitation de Boleslavski est absolument une exploitation modèle. Alors, on a quand même obtenu 7 tours sur la case C8, la colonne C, l'avant-poste en C4. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Romu, pour faire monter encore un peu plus la mayonnaise? Comme on l'a dit tout à l'heure, on va utiliser les pions et la dame, puisque ce sont les autres moyens de faire monter la pression sur l'aile dame. Donc il a joué à 6. Donc, pour préparer la venue du pion B en B5, puis peut-être en B4. Et donc là, Levenfish a
disons, essayer de reconstruire une position un peu plus décente, et il a joué cavalier F3. Ouais. On peut juste ajouter que dans la vidéo précédente, au niveau de la bataille du centre, on avait dit déjà que ce coup B5, B4 pouvait être très important parce que chasser le cavalier, ça signifie chasser le défenseur de la case du pion E4 pardon, et l'attaquant de la case D5. Donc on attaque avec ce B5, B4, on attaque l'aile dame, mais évidemment chaque coup a une incidence aussi au niveau du centre. Donc Levenfish comprend qu'il a un petit peu raté son ouverture, pour pas dire beaucoup, et donc il revient en défense avec cavalier F3, et maintenant dame A5. Voilà, c'est ça. Donc la dame participe aussi à l'attaque sur cette aile dame. Donc elle se poste activement ici. Elle peut avoir pour idée de viser le pion A2. C'est-à-dire, on vient de parler justement que le pion B5, le pion B7 pardon, va s'avancer en B5 pour menacer B4. Le cavalier va partir. Donc le cavalier, on a parlé du pion E4 et de la case D5, mais il défend aussi le pion A2. Donc cette dame en A5 est parfaitement placée ici. Et donc dans la partie, il a joué fou D3. Donc pourquoi fou D3 ? Certainement, il essaie de trouver une construction un peu plus harmonieuse, et en mettant le fou en D3, il défend le pion E4. Donc il comprend et le pion C2. Donc c'est 2 points sensibles de la position blanche. Alors, bon, les blancs sont en mode ultra défensif déjà. Ouais, là ils sont, ils essaient de limiter la casse, on va dire. Donc Boleslavski continue tout simplement son idée, il joue B5 avec déjà une menace. Donc c'est toujours bon signe quand on continue notre plan et que en plus on crée des menaces, c'est souvent signe que notre position est plutôt bonne. Donc en jouant B4, il menace de gagner le pion A2. Donc, alors quelles sont les méthodes de défense pour ne pas perdre A2 ? Dans la partie, il a choisi B3 pour chasser le cavalier. S'il avait joué A3, qui était l'autre coup candidat, on va dire, ici, la fameuse pieuvre en C4 pouvait faire son travail, on va dire, avec le coup intéressant, le coup tactique cavalier prend A3. Alors, attention, parfois, c'est pas aussi simple que ça pourrait en avoir l'air. Ici, l'idée basique, c'est que si pion prend A3, les noirs récupèrent leur cavalier en C3, ils ont un pion de plus, les pions en A3 et C2 sont faibles. Voilà, c'est absolument sans espoir pour les blancs, on va dire. En revanche, une fois qu'on a fait cavalier prend A3, avant de faire cavalier prend A3 plutôt, il faut toujours vérifier quelque chose qui arrive très fréquemment dans les siciliennes, c'est que lorsque la dame est sur A5, il y a du vis-à-vis. Alors là, la dame est sur E1, dans la plupart des cas, elle est sur D2, mais le vis-à-vis entre ces deux dames donne l'occasion aux blancs de tenter un coup tactique avec cavalier D5. On voit que la dame attaque son homologue et le cavalier attaque le fou. Alors ici, heureusement pour les noirs, le fou est défendu, mais c'est pas toujours le cas, et parfois les noirs, s'ils ont oublié de vérifier l'idée de leur adversaire, peuvent carrément perdre une pièce. Alors là, après cavalier D5, il y a une petite escarmouche tactique, Romu, c'est ça ? Dame prend E1. Ouais, dame prend E1, donc cavalier prend E7 échec, tour prend E7, tour F prend dame. Et là, il y a le pion C2, mais il faut quand même voir un peu plus loin que ça, parce qu'après fou prend C2, tour prend C2, il y a le pion D6 qui traîne. Et là, il y a plusieurs coups pour les noirs, mais on peut imaginer une suite logique, par exemple tour E C7, histoire de doubler sur la colonne C et d'attaquer le fou C1, et de forcer ce fou à bouger, donc fou E3, maintenant on peut prendre B2. Alors les blancs prennent A6, et après cavalier D7, les noirs ont quand même une position nettement avantageuse, ils ont un pion de plus déjà, le pion B passé, le pion E5 est bien sous surveillance. On peut imaginer des coups comme tour C4 peut-être, on sent que les noirs sont objectivement, ils doivent être proches d'être gagnants, mais avec une bonne technique. Mais en tout cas, on ne peut pas satisfaire de cette position avec les blancs. Voilà. Puis bon, si au bout d'une vingtaine de coups avec les noirs, on a un pion de plus en finale et une meilleure position, on ne peut être que sur le bon chemin, on va dire. Donc attention, en tout cas, vous voyez dans la sicilienne, on vous le dit depuis déjà 2 vidéos, c'est la 3e. Dans la sicilienne, il faut calculer aux échecs en général, mais peut-être encore plus dans la sicilienne. Donc ne vous contentez pas dans une partie sur A3 de dire youpi, je joue cavalier prend A3 et j'ai gagné un pion. Souvent, il faut
il faut calculer un petit peu plus loin. Donc Levenfish n'a pas choisi ce mode de défense, il a préféré chasser le cavalier avec le coup B3, et j'ai envie de dire, Romu, mission accomplie pour les noirs. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a installé le cavalier en C4, et on voit que la pression est relativement grande, du coup les blancs craquent, entre guillemets, même si on peut complètement comprendre le coup B3, et touchent au pion de l'aile dame, ce qui va forcément, donc déjà on l'a dit tout à l'heure aussi, fragiliser le cavalier C3, faiblir les cases noires en général sur l'aile dame, et arriérer le pion C2. Donc maintenant les noirs vont juste essayer d'exploiter ces affaiblissements, et donc Boleslavski a joué cavalier A3, bien sûr. Donc là déjà le cavalier C3 est attaqué. Est sous pression, et s'il s'en va, il y a aussi le pion C2 derrière, évidemment. Ouais. Donc là, la réponse des blancs est plus ou moins forcée. Il doit jouer cavalier D5, donc le thème qu'on a évoqué auparavant. Dame prend dame. Ouais. Cavalier prend F6 échec. Alors, il aurait peut-être pu choisir à la place d'éliminer le fou. Ça aurait pas changé vraiment la nature de la position. Bon, peut-être que D6 aurait été un petit peu plus faible, mais d'un autre côté, le cavalier F6 est probablement plus utile pour l'instant que le fou E7. Il presse le pion E4, mais il peut aussi aider à jouer D5, vous le savez depuis la deuxième vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, retournez la voir sur la bataille du centre. Voilà, le cavalier F6 peut être utile pour tout ça. Bon, on ne va pas discuter de tous les coups, l'objectif c'est plutôt de vous expliquer les généralités, on va dire, de cette attaque à l'aile dame. Donc les blancs ont choisi de prendre en F6. Fou prend F6 évidemment, cavalier prend pour défendre C2. Ouais, exactement. Et alors comment faire maintenant? On a ce cavalier en prise, le pion C2 est défendu, est-ce qu'on n'est pas en train de rater notre attaque avec les noirs? Alors nous peut-être, mais pas Boleslavski en tout cas. Et ici il a trouvé une manœuvre, alors c'est pas tous les jours que l'on voit ce genre de manœuvre et ce genre de coup un peu surprenant, mais l'idée c'est que le cavalier E3 est attaqué, et en fait sa seule case c'est B1. Et il avait prévu ce coup assez exceptionnel, parce que, encore une fois, le cavalier, quand même, pour arriver en B1, le chemin est en général assez long. Et le cavalier va se diriger vers la case C3, donc la case qui a été affaiblie par le coup B3. Et de C3, le cavalier va attaquer la tour, mais aussi le pion A2. Donc là, Levenfish a joué fou B2. Cavalier C3, comme prévu. Évidemment. Attaque la tour et attaque le pion A2. Et là, Levenfish a continué dans son mode extrêmement passif. Il a joué tour A1. Alors, c'est toujours facile, une fois qu'une partie est terminée, de dire ce que le perdant aurait dû faire. Bon, peut-être que c'était moins mauvais de jouer fou prend C3, mais de toute façon, les noirs ont absolument, pas tout ce qu'ils veulent, mais ils ont absolument les mains libres. Ils ont notamment la paire de fous. Le fou D3 de l'adversaire est catastrophique. Comment on va continuer ce genre de partie? On va peut-être chercher à attaquer au centre avec D5. On va peut-être gagner encore un petit peu d'espace avec les dames. Mais surtout, le plus important à comprendre, c'est qu'ici, les noirs font absolument tout ce qu'ils veulent. On peut recycler ce fou, notamment par la case D8. C'est une méthode typique. Vers B6 ou vers A5. À voir selon les affinités, on va dire. On peut pousser les pions, créer des affaiblissements. En tout cas, les noirs ont plein de choses à faire et les blancs sont totalement pieds et poings liés et doivent attendre. Donc, dire que tour A1 était une bêtise et qu'il fallait prendre en C3, probablement s'il avait pris en C3, on aurait dit qu'il aurait dû jouer. On aurait dit qu'il aurait dû jouer tour A1. Quoi. Ce qui signifie bien que quoi qu'il fasse, la partie est très mauvaise pour les blancs. Donc il a choisi tour A1 et maintenant on retrouve notre thème de la deuxième vidéo, Romu, avec la bataille du centre. Voilà, c'est ça. En fait, on voit que grâce au jeu énergique sur l'aile dame, les noirs vont exploiter bien sûr les trous causés par le coup B3, ça on l'a déjà dit, mais surtout les pièces blanches sont extrêmement passives. Qu'est-ce qu'on entend par passive? On voit que la tour est en A1, donc loin du centre, la tour F1 la même chose, le cavalier E1, normalement il est plutôt sur des cases plus actives et qui contrôlent surtout le centre. Donc comme les blancs se sont retrouvés très, très passifs, ils ont négligé le contrôle du centre. Donc comme souvent dans la sicilienne,
lorsque les blancs négligent le contrôle du centre, les noirs réagissent avec une percée centrale, et là, le coup de D5 arrive en force, et on va libérer toutes nos pièces restantes, et on va mettre encore un peu plus en lumière le manque de coordination dans l'armée blanche. Donc après, fou prend, les pions, eux, peuvent s'avancer, et on voit que là, les blancs sont complètement désorganisés, quoi. Ouais, il y a forcément ou quasi forcément quelque chose qui va tomber, et c'est déjà la cata. Alors il a essayé de refuser cette ouverture des lignes qui forcément serait favorable aux joueurs qui a les pièces les plus actives. Il a tenté de se défendre avec F3. Alors vous avez le bonjour du cavalier E1 qui peut même plus se déplacer. On est au 24e coup, il y a déjà plus d'espoir pour lui, enfin en tout cas très peu. Le fou D3 aussi. Ouais, le fou D3 est magnifique aussi. Enfin, avoir des pièces qui n'ont même pas une case pour se déplacer, c'est bien la preuve que notre position est trop passive et l'adversaire va en profiter. Alors, il y a eu sûrement plusieurs méthodes pour en profiter. Ce qu'a fait Boleslavski, c'est de chercher à gagner le centre. On est bien loin de pouvoir critiquer le jeu de Boleslavski, donc on va plutôt l'apprécier. Mais probablement, il y avait d'autres méthodes qui auraient été tout aussi efficaces. Première tentative désespéré de jeu actif. Bon, je sais pas ce qu'en disent les autres commentateurs. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un coup qui accélère la défaite parce que de toute façon, il part de trop loin pour pouvoir lutter en termes d'activité. Et maintenant, ce coup à 4, ça va occasionner une ouverture des lignes qui, de toute façon, sera favorable au noir. Donc, j'ai envie de dire, puisqu'il est passif depuis tellement longtemps et que ses pièces ont tellement peu de perspectives, probablement il aurait dû s'abstenir d'un tel coup et souffrir en silence. En tout cas, peut-être essayer de résister en espérant une erreur de l'adversaire, même si on se doute qu'elle ne serait pas arrivée. Mais voilà, il fallait réagir de façon active, mais probablement beaucoup plus tôt que ne l'a fait Levenfish. Il a trop attendu pour ça. Oui. Donc fou D7. Ouais, c'est un coup instructif, fou D7. Ouais, tout à fait. Donc l'idée est que après A B5 qui a été joué dans la partie, bon déjà il attaque le pion A4, donc il force plus ou moins A B5 qui devait de toute façon l'idée initiale des blancs. Il prend avec le fou. Donc il y a 2-3 coups, on a souligné le fait que le fou D3 était relativement moche, mais il a quand même un rôle important, ce fou D3. Il défend le pion C2, donc qui est quand même le pion arriéré sur la colonne ouverte. Donc ça peut être une cible à terme. Et donc en jouant fou prend B5, on va éliminer le défenseur de ce pion C2, et du coup ensuite pouvoir l'attaquer plus facilement. Et si jamais, comme dans la partie d'ailleurs, les blancs se laissent prendre en D3 et prennent avec le pion C2, donc G3 c'est la partie, fou prend D3, pion prend D3, maintenant c'est le pion B3 qui se retrouve affaibli et la colonne C ouverte. Et on peut imaginer une tour noire débouler rapidement dans le camp des blancs. Mmh. Voilà. On espère gagner ce pion B3 notamment pour avoir ensuite un magnifique pion passé éloigné. Donc là, on ne veut surtout pas échanger le pion B contre le pion A, on veut gagner le pion B et conserver le pion A pour la finale. Donc c'est en toute logique que Boleslavski joue tour E6. Ça protège le pion, ça permet à la tour de se doubler avec sa camarade sur C6, ou bien d'aller attaquer le pion B3 par B6. Donc n'échangeons pas les faiblesses de l'adversaire. Après F4, tour B8. Donc une tour est utilisée pour l'instant au moins à la défense de la faiblesse, et l'autre tour est utilisée pour attaquer la faiblesse de l'adversaire. Donc les rôles sont bien distribués. Le pion B3 ne peut pas être défendu facilement. Par exemple, sur tour A3, il y aurait fou. Pardon, j'ai enlevé les flèches. Sur tour A3, il y aurait fou E7 qui chasserait le défenseur. Donc, bon, il aurait peut-être pu déjà abandonner. À leur niveau, ça aurait pas été choquant. Il a préféré prendre en C3, prise en C3. Il y a un nouvel atout qui apparaît sous la forme d'un pion passé. Et là, bon, c'est probablement le désespoir qui fait continuer les blancs. Prise en E5, fou prend E5. Voilà, Romu, tout s'écroule. Hein. Il y a G3, là, il y a D3, c'est château de cartes là. Ouais. Là, il y a pion B3, il y a le pion G3, le pion C qui est... Ouais, le fou qui est dominateur par rapport au cavalier aussi. Ouais. Là, vraiment, tous les voyants sont au vert et
On peut attaquer à gauche, à droite, au milieu. C'est la preuve que c'est une totale réussite de la stratégie des noirs. Alors, on regarde les derniers coups rapidement, peut-être. Cavalier F3. Il abandonne le pion G3 pour enfin faire sortir ce cavalier de la nasse, mais c'est trop tard, comme on a dit. Tour D6, cavalier F5, tour prend D3. Le pion A6 est pris, mais voilà, on a bien d'autres atouts, avec notamment le pion C2, extrêmement important. Tour C6 pour essayer de bloquer le pion. Tour B2, même le roi est faible, malgré l'absence des dames, on peut rêver d'une attaque de mat finale, et d'ailleurs ça s'est terminé comme ça. Cavalier E7, échec, roi F7, tour F7. Et après tour D1, il a abandonné. Pourquoi? Parce que sur tour F1, il y avait mat en 2 coups, parfois H2, roi H1, et tour prend F1, échec et mat. Ok, donc, en résumé de cette partie, Romu, notamment lorsque l'adversaire se montre passif dans l'ouverture, lorsqu'on joue une sicilienne, on doit exploiter quelles armes? La colonne C pour commencer. La colonne C, la case C4. On a vu qu'un cavalier sur C4 est souvent embêtant et irritant pour les blancs qui ne peuvent pas le tolérer trop longtemps et donc doivent faire des concessions pour l'éliminer. Donc soit, comme tu l'as dit, avec un fou prend C4, donc ça donnerait la paire de fous, ou en touchant au pion B, ce qui affaiblirait le cavalier C3 et arrière le pion C2. Donc la case C4, la colonne C, et bien sûr tout ça combiné avec l'avancée des pions A et B, qui permettent de chasser les pièces blanches sur l'aile dame, notamment le cavalier C3, et en même temps le pion en B5 donc menace d'aller en B4 pour attaquer le cavalier C3, mais aussi soutient l'avant-poste en C4 pour le cavalier. Donc c'est comme souvent, quand on veut attaquer sur une aile, il faut essayer de ramener un maximum de pièces sur ce côté-là de l'échiquier. Donc, on a souvent l'habitude de parler d'attaque sur l'aile roi et on dit qu'il faut emmener un maximum d'attaquants pour mater. Là, c'est l'aile dame, mais le principe est exactement le même. On emmène la tour, on emmène le cavalier, on a même emmené la dame, vous avez vu, avec dame A5 pour faire monter la pression. Et souvent, les pièces sont aidées par les pions pour ouvrir des lignes ou pour créer des affaiblissements du côté où on cible notre attaque. Tout à fait, très bien résumé. Donc regardons un deuxième exemple. On va regarder la partie en entier parce que le jeu à l'aile dame a débuté très vite. C'est une partie entre Scholl et Poulougaïevski à Amsterdam 1970. Donc Poulougaïevski, ne soyez pas étonnés si on utilise énormément de parties de ce joueur-là. C'est l'un des grands spécialistes historiques de la sicilienne et souvent ces parties sont très instructives. Donc E4, C5, cavalier F3, D6, D4, la sicilienne ouverte, prise D4, cavalier F6, cavalier C3. Et ici, Poulougaïevski, qui avait l'habitude de jouer la Najdorf avec A6, joue la classique avec cavalier C6. Fou C4, E6. On ne parle pas de théorie dans cette vidéo, donc si vous êtes intéressé pour ça, peut-être qu'on en fera d'autres. Toujours est-il que Fou C4, E6, c'est une grande ligne. Fou E3, A6, Fou B3. Et dès ce moment-là, on est au 8e coup, Poulougaïevski va commencer son jeu à l'aile dame, n'est-ce pas, Romu? Oui, il décide de jouer le coup cavalier A5. Alors, bon, je ne sais pas si c'est le meilleur coup ou pas dans cette position, mais encore une fois, c'est pas l'idée, on ne cherche pas vraiment la vérité, on essaie de comprendre ce qu'un joueur aussi fort que Poulougaïevski fait et pense. Quelle est l'idée du cavalier en A5? On l'a dit déjà, la première chose, c'est viser la case C4. Donc, combiné avec l'avancée du pion B en B5, il pourra être soutenu par le cavalier pourra être soutenu par le pion, je vais y arriver. Parfois, la dame D8 peut aider aussi en venant sur C7. Bien sûr, la tour en A8 va débarquer aussi en C8. Donc, il commence le jeu sur l'aile dame relativement tôt. L'idée bonus du cavalier en A5, c'est que parfois, si nécessaire, il peut éliminer le fou en B3. Si ce fou s'avère vraiment trop menaçant, notamment s'il tape sur le pion E6 et parfois même se sacrifier sur E6, ça on verra ce genre de choses quand on abordera les vidéos avec
le jeu des blancs contre la sicilienne. Si ce fou est trop menaçant, parfois il est quand même de bon goût de l'éliminer, et donc le cavalier en A5 peut permettre cela. Donc en résumé, il est déjà en train de travailler sur l'aile dame. Est-ce qu'on peut conseiller aussitôt de jouer cavalier A5? J'en suis pas certain, mais force est de constater qu'un joueur aussi fort que Poulougaïevski se le permet. Alors voyons la suite. Petit roc, B5. Bon, c'est vraiment la suite logique, hein. Il menace B4 éventuellement, il contrôle la case C4, et il prépare fou B7 aussi, bien entendu. F4. Ici, dame C7. On avait expliqué ce type de coup dans la vidéo sur la bataille du centre. Les blancs cherchent à jouer E5, notamment pour chasser notre cavalier. C'est un peu le pendant du coup B4 qui chasse le cavalier C3. Et donc, par leur coup dame C7, les noirs doublent leur contrôle de la case E5, puisqu'il y avait déjà bien sûr le pion. Et donc ils interdisent, ou en tout cas, s'ils ne l'interdisent pas, ils essaient de dissuader les blancs de jouer le coup E5. Alors, puisqu'on ne leur permet pas de jouer E5, les blancs choisissent F5, très thématique, il y a beaucoup de parties de Fischer comme ça avec les blancs. Dans les lignes où le fou est sorti sur C4, sur B3, sur A2, on joue F5 pour essayer de casser le petit muret de pion ici, F7, E6, et redonner de la vie à ce fou. Là-dessus, bien entendu, les noirs jouent E5, ils ne veulent pas d'ouverture de ligne, et on arrive dans la fameuse structure dont tu nous parlais, Romu, la Boleslavski, c'est-à-dire cette structure de pion avec E5 et D6. Oui, exactement. Donc maintenant, grâce à l'avancée du pion F jusqu'en F5, on a obtenu donc l'affaiblissement de la case D5. Donc c'est un des enjeux cruciaux de la position. Les blancs vont, ou rêvent en tout cas, d'installer et de maintenir un cavalier sur la case D5. Bien sûr, les noirs ne vont pas rester les bras croisés et vont se battre contre ça, mais voilà, l'avancée de ce pion F a permis l'affaiblissement de la case D5. Ça, c'est pour le côté positif. Mais il y a un côté négatif, bien sûr, dans la poussée de ce pion. Oui, évidemment. Alors déjà, le pion E4 est arriéré. Donc, il peut être dans le viseur des pièces. Voilà, il n'y a plus F3 pour le protéger, quoi. Donc, forcément, il est un petit peu seul. D'ailleurs, les noirs ont continué par fou B7. Donc, de toute façon, c'était la case que le fou visait. Donc, en B7, il vise le pion E4. Déjà, on voit qu'il y a une menace avec B4 qui attaque le défenseur de ce pion en E4. Ouais. Donc, naturellement, les blancs ont joué cavalier D5. L'autre coup qu'on aurait pu imaginer, c'est cavalier G3. Et là, une réaction typique qu'on a vue ou en tout cas que vous aurez la chance de voir dans une de nos parties commentées qui sera publiée bientôt. Souvent, quand on voit un cavalier en G3 comme ça, une des idées des blancs, c'est de bien sûr défendre le pion E4, mais aussi parfois d'aller en H5 pour éliminer le défenseur de la fameuse case D5, et ensuite prendre le contrôle de cette case. Et un des moyens de lutter contre cette idée positionnelle, c'est de jouer le coup H5. Très important, hein. Ouais. Extrêmement important dans cette position. Donc non seulement on évite le plan de l'adversaire, mais en plus on associe ce coup défensif à une idée agressive, puisqu'on peut chasser ce même cavalier qui comptait nous faire des misères, au passage défend notre cible principale qui est le pion E4, et on vient de chasser comme ça avec H5, H4. Donc surtout, n'hésitez pas à jouer H5. Si jamais vous avez gagné grâce à ce coup, vous pourrez dire que vous êtes un génie. Si vous avez perdu, ce qui nous étonnerait beaucoup, vous pourrez dire que c'est de notre faute. Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer H5 dans ce genre de cas de figure. Donc H5, effectivement, un coup extrêmement fort que Poulougaïevski avait prévu. Et un dernier avantage de ce coup-là, c'est que si notre adversaire répond par H4 pour éviter justement notre menace, alors, nouvel avantage, on gagne la case G4. Là, on commence à voir quand même que le roi est particulièrement faible. On avait vu ce genre de cas de figure dans des positions avec les sacrifices de qualité. Alors là, on ne va pas sacrifier la dame, mais lorsque les blancs poussent trop tôt ou dans de mauvaises conditions le pion F, il peut y avoir rapidement des attaques vers l'aile roi. Ici, on imagine facilement que si le fou devait partir, il y aurait des perspectives d'attaque le long de la diagonale noire
A7 G1. Donc, voyant tout ça, le joueur avec les blancs a choisi cavalier D5, Romu. Il s'installe sur cette fameuse case forte. Oui, c'est ça. Bon, c'est une réaction normale. Hein. Il bouche l'action du fou B7 et il attaque la dame. Donc il provoque l'échange en D5. Donc cavalier prend D5, fou prend D5. Bien sûr, les blancs reprennent avec une pièce en D5, puisqu'on a dit c'est la case affaiblie. Donc l'idée, lorsque l'adversaire possède une case affaiblie, c'est d'installer plutôt une pièce dessus. Ouais, là typiquement, la colonne serait fermée, la diagonale serait fermée, bref, on ne peut plus utiliser la case D5 et le pion D6 est caché derrière un pion adverse. Donc vraiment, les blancs ne souhaitent pas ça, tout à fait. Non. Donc fou prend D5, et maintenant, notre fameux cavalier qui avait commencé sa route très, très précocement, continue par cavalier C4. Alors, que fait cette pieuvre en C4 ? On va l'appeler comme ça. La pieuvre attaque le fou en E3 et le pion B2. Donc, il y a deux menaces à parer en un seul coup. Si les blancs avaient choisi fou C1, on pourrait imaginer, parfois dans les siciliennes ouvertes, les blancs se permettent de jouer un coup comme fou C1, et après parfois B3 et fou B2, pour essayer de replacer, chasser le cavalier et replacer le fou sur une grande diagonale, mais là ça ne serait pas vraiment efficace, parce que en quittant la diagonale G1 à A7, les blancs permettent aux noirs de jouer plutôt dame C5, je pense, échec, et ensuite par exemple fou prend D5, ouais, avec une structure de pion qui serait, une modification de la structure de pion qui serait favorable. Ouais, notamment ici en cas d'échange des dames, on l'a pas encore dit, mais très souvent, pour pas dire toujours, dans les finales, les noirs sont mieux dans les siciliennes parce qu'ils ont une meilleure structure de pion. Typiquement dans celle-ci, je sais pas si cavalier B6 gagne immédiatement, mais on voit une faiblesse en D5, on se demande ce que le pion F5 fait là, on voit le coup tour C8 arriver avec la cible en C2, bref. Les finales sont très souvent favorables, donc échanger les dames n'irait pas. Et si on revient un petit peu en arrière et qu'au lieu de prendre en D5 avec la dame, les blancs prennent avec le pion, on a quand même une position très confortable ici avec les noirs. On peut se dire qu'un jour ou l'autre, cavalier E3 va arriver. Les faiblesses sont toujours là. Bon, c'est moins mauvais pour les blancs parce que tant qu'il y a les dames, ils ont un petit espoir d'attaquer le roi. Mais ces chances d'attaque sont en train de s'amenuiser très fortement. Oui, le pion D5 est faible. Même cavalier comme cavalier B6, ça peut parfois gagner le pion, quoi. Ouais. Probablement, les blancs vont devoir ici jouer de façon très dynamique et sacrifier du matériel dans l'espoir de trouver du contre-jeu, notamment en attaquant le roi, mais encore une fois, on ne voit pas comment ils vont pouvoir faire ça. Ok, donc dans la partie, sur cavalier C4, qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre ? Il aurait pu penser à fou prend C4. Un coup qu'on a évoqué et dont on a dit qu'il cédait la paire de fous, mais peut-être qu'on peut expliquer un peu plus en détail pourquoi ce ne serait pas bon pour les blancs. Mais après dame prend C4, les noirs attaquent déjà directement le pion E4. La dame est parfaitement placée sur cette case. Bien sûr, il y a toujours le pion C2 en ligne de mire, et on imagine que la tour va arriver en C8 très, très vite. Et on voit pas trop comment faire avec les blancs pour créer du jeu dynamique, pour compenser tout ça, parce que, bon, déjà le pion E4, encore une fois, donc je pense qu'on va être obligé de le donner. Je ne sais pas s'il faut le prendre tout de suite ou pas, mais en tout cas, à un moment donné, les blancs vont devoir peut-être essayer un coup comme cavalier G3 et essayer de monter un pseudo-attaque sur l'aile roi pour compenser tous les désagréments sur l'autre aile. Ouais. Puis il y a déjà 2 pièces d'échanger de part et d'autre, donc ça commence à devenir difficile d'envisager une attaque. Souvent, quand on lance une attaque, on va pas faire maintenant la vidéo qu'on fera bientôt sur comment jouer avec les blancs contre la sicilienne, mais si on lance une attaque, il va peut-être falloir sacrifier une pièce pour déclencher les hostilités. Ici, les blancs n'ont déjà plus que 2 pièces légères sur l'échiquier. Ça devient extrêmement compliqué de lancer une attaque. Le roi noir, pour l'instant, ne tremble absolument pas. Et très clairement, l'initiative est entre les mains des noirs. Ce sont les noirs qui décident à la fois du rythme de la partie et du lieu et de l'endroit sur l'échiquier où se déroulent les événements. Donc voilà, donner le fou de case blanche,
c'est quand même toujours très délicat, hein, puis ce fou va devenir formidable. C'est pour ça que même sur cavalier G3, on serait peut-être tenté de dire, est-ce que échanger mon magnifique fou juste pour gagner un pion, ça vaut le coup? Parfois, on peut hésiter. Ok, donc dans la partie, il n'y a pas eu ni fou prend C4, ni fou C1, il y a eu le coup dame C1. Ouais. Bon, c'est un coup qui ressemble à une bonne nouvelle quand même, parce que si les blancs sont obligés de jouer un coup aussi passif avec la dame, bah, comme on l'a dit et répété, les blancs en général dans la sicilienne aiment bien attaquer, en tout cas doivent chercher à attaquer. On comprend bien qu'avec une dame en C1, ils vont avoir du mal à menacer le roi blanc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les noirs. Donc ici maintenant la dame ne défend plus le fou en D5, donc bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, on se prive pas, on échange ce fou en D5 et on transforme la structure favorablement, puisque maintenant donc on obtient les blancs le pion en D5, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle pour les noirs, puisque le pion E5 notamment deviendrait un pion passé. Donc tour C8 maintenant. Donc maintenant, bien sûr, on continue le jeu naturel. Donc tour C8, on fait monter la pression, on développe les pièces et on fait monter la pression encore un peu plus sur l'aile dame. Et là, c'est marrant, exactement la même réaction que dans la partie précédente, il a joué B3. Ouais. Dont on a vu tout à l'heure que ça créait beaucoup d'affaiblissement. Alors c'était quand même pas si simple de donner un bon conseil aux blancs, mais quand même peut-être qu'ils auraient pu limiter un petit peu la casse avec plutôt le coup C3 qui traditionnellement fait moins d'affaiblissement, et là-dessus les noirs se développent. Il faut quand même penser à mettre le roi à l'abri. On va faire le petit roc prochainement. Une des idées pour recycler ce fou, souvent utilisée par les joueurs de Najdorf notamment, c'est de passer par D8 puis B6, avec ou sans échange préalable en E3, et de façon générale, encore une fois, les blancs n'ont pas beaucoup de jeu, alors que les noirs ont des perspectives à la fois contre les faiblesses, le pion D5, le pion B2, et on a aussi, ce dont on a déjà un petit peu parlé, la perspective de faire une attaque de minorité avec A6, A5 et B5, B4. Ouais, on peut imaginer des coups même comme Dame B7, qui déjà chatouille un peu le pion D5. Et voilà, pour faire passer le fou. En plus, ça laisse pour faire passer le fou, et en même temps, la tour C8 peut surveiller la dame C1 aussi en ligne de mire, donc on peut imaginer après peut-être une attaque de minorité avec les pions, comme tu l'as dit. Enfin, même dame B7, cavalier B6, aussi pas juste tout bêtement essayer de gagner, si on est gourmand et qu'on veut gagner ce pion, ou enfin. On sent que les noirs ont beaucoup d'idées pour améliorer leur position, et les blancs sont assez spectateurs, on va dire. Ouais. Et ce qu'il faut se dire à ce moment-là, alors ça n'a rien à voir avec la sicilienne, c'est simplement comprendre les échecs. Ici, il ne faut pas se focaliser sur un seul plan avec les noirs, ou une seule organisation. Est-ce que je vais jouer B4? Est-ce que je vais tout miser sur le pion D5? Est-ce que je vais recycler mon fou de case noire? Ça va énormément dépendre de la défense qui sera choisie par les blancs. Donc restez le plus souple possible, ayez un maximum d'idées, et en fonction de ce que fera votre adversaire, vous choisirez. Vous voyez là avec Romu, on n'avait pas préparé ça, mais on a des idées à la fois très nombreuses et très variées, quasiment sans réfléchir. Voilà. Le jeu est très naturel, mais voilà, ne vous focalisez pas sur une seule idée. C'est ça le petit conseil. Alors dans la partie, il a choisi B3. Bon, comme souvent en pratique, sous la pression, on fait pas les meilleurs choix. Ça paraît logique. Quelle est l'idée de Scholl avec les blancs? C'est qu'après cavalier prend E3, bon, le cavalier était attaqué, il fallait en faire quelque chose, et prise en E3, il tend un piège. Alors j'ai presque honte de dire qu'il tend un piège comme ça à Poulougaïevski. Si dame prend C2, on joue tour A C1, et pas tour FC1 parce qu'il y aurait dame prend F5, et la tour C8 est perdue. Alors, quand vous jouez quelqu'un du calibre de Poulougaïevski, vous doutez bien qu'il ne va pas tomber dans un piège aussi grossier. En revanche, ce que devait espérer le joueur avec les blancs, c'est que maintenant que sa dame n'est plus sur C1, il va peut-être pouvoir jouer tour C1, il va peut-être pouvoir jouer C4, et il espérait, je pense, se libérer. Peut-être aussi avait-il l'illusion que le fou E7 était... pour l'instant il n'est pas encore en E7, il est en F8. Peut-être avait-il l'illusion que ce fou était une mauvaise pièce et qu'il pouvait, pourquoi pas, être dominé par un cavalier sur la case forte en E4. Ça peut arriver, ce genre de scénario, et parfois le cavalier effectivement est dominateur.
Sauf qu'ici, Romu, Poulougaïevski avait, comme d'habitude, vu plus loin que son adversaire, et il a senti que le critère principal de jugement n'était pas le bon cavalier face au mauvais fou. Le problème, c'est que ça prend du temps et d'obtenir le scénario de rêve que tu viens de décrire pour les blancs. Et ça prend, il faut défendre le pion C2, il faut faire tour C1, il faut ramener le cavalier, enfin ça prend 3-4 coups, et 3-4 coups aux échecs c'est très long. Et les noirs sont trop bien positionnés pour laisser les blancs s'installer comme on vient de le dire. Et Poulougaïevski a compris ça et joue le très bon coup dame C5. Donc il échange les dames et il transpose dans une finale où la pression sur la colonne C et le pion D5, parce qu'on imagine que la tour noire va arriver sur C5 et donc le pion D5 va être aussi attaqué. Donc voilà, c'est la partie. Je suis allé un petit peu trop vite, voilà, pardon. Donc la tour arrive sur C5, pardon. Ouais, tour prend, donc le pion C2 et les pions C2 et D5 sont attaqués. Donc là, avec les blancs, il réagit plutôt bien parce qu'il essaye de profiter du seul petit inconvénient de la position noire, c'est le manque de développement du fou F8 et le roi qui est en E8 et donc la tour H8 qui participe pas. Donc l'idée de C4, du sacrifice de pion, qui n'a pas été accepté à juste titre, après pion prend, l'idée c'est d'ouvrir des colonnes sur l'aile dame et de rentrer avec les tours pour profiter justement du roi qui est en E8. Voilà, donc si on avait été gourmand, si on avait cherché à accepter tout de suite ce pion, voilà, il y avait notamment des idées comme tour FC1 ou tour AB1, je ne sais pas quel est le meilleur, mais en tout cas, tout à coup, les blancs vont se mettre à retrouver du jeu, quoi. C'est exactement ce que le scénario qu'on veut éviter. On préfère que notre adversaire ne puisse pas bouger, et ici, certes, on a un pion de plus, mais nos pièces s'amusent à jouer aux sardines. Et maintenant, il y a des cases de pénétration en C6, le pion A6 devient une faiblesse. C'est typiquement le genre de cas de figure où après la partie, on se dit tiens, je me suis fait arnaquer. Non, je me suis pas fait arnaquer, je me suis précipité, j'ai été gourmand et j'ai laissé des chances à l'adversaire. Donc, pourquoi notre très regretté Xavier Parmentier avait l'habitude de dire on ne ramasse pas les cadavres? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ce qu'il voulait dire, c'est que lorsqu'un pion est faible sur l'échiquier, rien ne presse. Un pion ou une autre, surtout un pion, on va dire, ce pion de toute façon est faible, il ne va pas s'envoler. Parfois c'est le moment de le prendre, parfois c'est le moment de faire autre chose. Ici, très clairement, on ne veut pas laisser de contre-jeu à l'adversaire, donc hors de question de ramasser ce pion qui de toute façon finira par tomber. C'est la raison pour laquelle Poulougaïevski se développe avec fou E7. Et finalement, on se rend compte que ce fou n'est pas si mauvais. Ça fait penser un petit peu au fou de la défense française. On peut passer par là, on peut passer par là. G5 pour empêcher une tour de venir en C1 pour défendre le pion C4. Enfin, le fou est assez, a quand même pas mal de perspectives pour s'activer. Donc on ne peut pas considérer qu'il soit mauvais, bien au contraire. Et le cavalier d'ailleurs serait magnifique en E4, mais pour l'instant il n'y est pas. Ouais, il est loin d'y arriver pour l'instant, et enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il manque du temps aux blancs pour s'organiser et rendre leur position un peu plus harmonieuse. Et maintenant, le problème, c'est qu'il y a le pion C4 qui est à terme perdu, clairement, parce que les noirs vont facilement l'attaquer avec une deuxième tour, et les blancs n'ont rien en compensation. Ouais, donc, tout à fait. Dans la partie, il a joué tour F C1, c'est ça? Ouais. S'il avait tenté tour AB1, pour essayer justement cette fameuse contre-attaque, ce fameux contre-jeu, on peut peut-être prendre en C4 à ce moment-là. On peut aussi jouer petit roc et se dire j'ai évité le pire, mais tour prend C4 désormais, pourquoi c'est envisageable? Parce que sur tour B8 échec, on a fou D8. Et petit roc au coup d'après. Voilà, petit roc ou roi D7 d'ailleurs, on peut aussi dire qu'on va laisser le roi au centre. Tout dépend de ce qui va se passer. Mais voilà, il n'y a pas de tour B6, on peut menacer tour A4 et s'en prendre au pion A2. Le fou en D8 peut aussi servir de défenseur du pion, le pion n'a qu'à avancer pour ça. Et le simple fait d'avoir pris le temps de jouer fou E7, finalement, ça coupe court à toutes les velléités de contre-jeu de l'adversaire. Donc il n'a pas joué tour B1, il a joué tour FC1. Voilà. Et donc maintenant, on est en finale, on va pas faire petit roc, donc roi D7. Qui permet... le tour va arriver. Ouais, tout à fait. Bon, là, on peut peut-être regarder la fin un petit peu plus vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est de quelle façon
en travaillant sur l'aile dame et notamment en doublant sur la colonne C, et en amenant aussi son cavalier en C4, Poulougaïevski a lutté pour le contrôle de la case D5. C'est en pressant sur l'aile dame qu'il a affaibli le contrôle central de son adversaire et qu'il a pu notamment provoquer cette reprise non souhaitée, non espérée de la part des blancs avec E4 prend D5. Et maintenant, tout le jeu se déroule à l'aile dame, on a pu échanger les dames et les noirs sont mieux dans ce type de partie. Donc voyons la fin, tour C8, tour B7 échec, roi E8, tour A7. Et là, bon, il y a plein de façons différentes de gagner cette partie. Peut-être qu'on aurait pu conserver encore un petit peu le pion A. Bon, Poulougaïevski, on sait qu'il calculait extrêmement bien. Il a dû concrètement se rendre compte que c'était pas si grave d'échanger C4 contre A6, ou en tout cas que c'était à son avantage. Donc prise C4, tour prend A6, tour C5. Le pion D5 maintenant va tomber. Le pion D5, ouais, tout à fait. Tour A8, fou D8. Cavalier G3, le cavalier arrive enfin, peut-être vers E4 ou vers H5. En tout cas, il se réveille enfin, mais c'est trop tard, quoi. Il arrive vraiment à la fin de la bataille. Donc la petite escarmouche tactique, c'est qu'après tour prend D5, cavalier H5, on évite ce genre de gag là, qui ne fait rire que les blancs en général. Et donc évidemment le pion G7, c'est absolument pas le pion qui nous inquiète. L'équilibre a été gardé par les blancs du point de vue matériel, mais très clairement ces deux pions là vont représenter le critère décisif, hein, Romu. Oui, maintenant les noirs doivent juste s'appliquer à avancer proprement leur pion. Le cavalier G7 est aussi un peu en jeu. Ok, il est allé rétablir l'équilibre matériel, mais il participe pas trop au jeu. Et maintenant, les pions D et E vont s'avancer. Le pion A est pas du tout menaçant. On n'a pas très peur avec les noirs, puisque le fou en D8 et la tour veillent au grain. Et donc, maintenant, il faut juste essayer d'avancer tranquillement les pions sans donner trop de contre-jeu. Donc c'est ce qu'il a fait avec E4. Roi F1, et là il a joué le bon coup tour A5. Bon, il a calculé concrètement, encore une fois c'est ce qu'on disait. Il élimine la seule pièce active des blancs. Et il va rester avec le fou qui va dominer le cavalier boiteux en G7 là-bas. Et le fou revient pour empêcher cavalier F6. Et après là, les blancs ont joué H4, oui c'est ça, H4, D5. Bon, maintenant c'est le rouleau compresseur. Les blancs essayent d'avancer leur propre pion sur l'aile droite, mais c'est beaucoup moins menaçant évidemment. Et là c'est assez facile. Ouais, là, les deux pions déroulent. C'est vraiment enfantin. Les pièces sont plus actives, les pions sont plus forts, mieux soutenus, bref. Voilà, il aurait pu s'abstenir de jouer la fin même. Ici, les trois prochains coups noirs, pardon. C'est comme Usain Bolt, jusqu'à la ligne d'arrivée. Il peut prémouver. Quasiment, ouais. Quasiment. Peut-être pas sur cavalier C1, mais... Non. Ce serait dommage. Ok, donc cette deuxième partie est quand même très proche dans la philosophie de jeu de la toute première qu'on avait vue, avec l'exploitation de la colonne C, l'avant-poste en C4 pour le cavalier, extrêmement important. Et retenez quand même, hein, dans ces deux parties, les deux fois, les noirs ont amené le jeu dans la finale en échangeant les dames, et traditionnellement, les finales de siciliennes sont favorables aux noirs. Évidemment, c'est pas une règle absolue, toujours vérifiée, mais force est de constater que voilà, dans ce type de finale, dans ce type de structure surtout, les finales sont plutôt favorables pour les noirs qui ont des cibles en E4, en C2 et ainsi de suite. Alors la dernière partie qu'on va voir pour cette vidéo, Romu, ça va être un petit peu plus sanglant, puisque dans la position de départ, les blancs ont fait le grand roc. Oui, c'est un scénario qui est quand même assez fréquent. Les blancs, dans la sicilienne, on l'a dit, et on le verra encore une fois dans des vidéos prochaines sur la sicilienne, le côté blanc, les blancs doivent essayer d'attaquer. Ouais. Donc, il n'est pas rare de voir des variantes où les blancs font le grand roc de façon à jouer des rocs opposés et du coup pouvoir balancer tous les pions sur l'aile droite pour essayer d'éventrer le roc noir. Et bien évidemment, les noirs ne restent pas les bras croisés et vont faire de même et lancer à l'attaque leurs pions A et B notamment pour essayer d'ouvrir les lignes sur le grand roc des blancs. Donc là, la situation est...
C'est exactement ce qu'on a sous les yeux dans cette position entre Gavrikov et Toukmakov. On voit que les blancs sont prêts, ils ont joué une F3 et G4, donc ce qu'on appelle une sorte d'attaque anglaise. Donc l'idée évidemment c'est de jouer H4 puis G5, d'autant plus que les noirs ont mis un pion sur H6. Donc l'avancée du pion blanc en G5 permettrait l'ouverture d'une colonne sur l'aile roi et sur le roi noir en général. Les noirs, eux, ont fait A6, B5, donc c'est le pendant de ce qu'on vient de dire pour les blancs. Ces pions sont prêts à s'avancer pour ouvrir des lignes sur l'aile dame, et aussi, idée bonus, les blancs ont un fou en B3, donc en avançant notamment le pion A, on va menacer A4 qui enfermerait le fou. Donc ça peut aussi obliger les blancs à toucher à leur pion du roc pour donner des cases de fuite à ce fou, et ensuite justement s'ils touchent à ces pions, les noirs vont pouvoir facilement ouvrir le jeu sur la dame. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans la partie. Ouais. On peut remarquer d'ailleurs qu'ici les blancs précédemment ont échangé leur cavalier D4 pour le cavalier C6. Peut-être que ce sont les noirs qui ont pris, hein. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, il n'y a plus de cavalier sur l'aile dame. Pour l'instant, il n'y a pas de perspective d'aller vers C4. Et on peut dire que ce serait quand même extrêmement long pour les noirs de jouer cavalier D7, cavalier B6, cavalier C4. Si on avait eu un cavalier à portée de main, on aurait probablement commencé par ça, mais puisqu'il n'y a pas l'histoire du cavalier, et puisque au niveau de la colonne C, voilà, le fou B3 peut être pris pour cible, mais on pourrait aussi parler de ses missions. Bien sûr, il attaque vers le roi adverse, mais aussi il défend la faiblesse traditionnelle en C2. C'est quand même lui qui couvre. Donc, la manœuvre vers l'avant-poste en C4 n'est pas possible. La colonne C, pour l'instant, ne donnerait rien. Donc, il faut utiliser cette troisième arme. Hein. De toute façon, on a bien vu dans les exemples précédents qu'il y avait que, finalement, c'est assez bien résumé, l'avant-poste en C4, la colonne C ou les pions. Donc ici, il a commencé par le pion A, menace A4, gagne une pièce. Et les blancs ont choisi A3. Alors, c'était peut-être possible de choisir des suites plus tactiques à base de cavalier D4, mais Romu, je sais pas ce que tu en penses, on n'est peut-être pas obligé de rentrer trop dans les détails à ce moment-là. A3, oui, c'est vraiment naturel. Hein. De toute façon, ça n'aurait pas vraiment changé beaucoup le caractère de la position, parce que on comprend l'idée des noirs de toute façon, c'est d'ouvrir le jeu sur l'aile dame, comme on vient de le dire. Donc, ok, les blancs auraient pu peut-être jouer d'autres coups, mais ça n'aurait pas changé vraiment le scénario de la partie. Donc il a joué à 3. Donc là, tranquillement, peut-être pas aussi tranquillement que ça, mais quand même, on emmène les pièces, comme on l'a dit précédemment. Lorsqu'on veut attaquer quelque part, on essaye d'emmener un maximum de pièces susceptibles d'attaquer. Donc là, on fait participer la tour F8 qui ne jouait pas encore et qui n'amenait rien à l'attaque. Donc elle se place évidemment en face du roi C1. Et là, ça commence à chauffer déjà, puisqu'on menace A4, qui dévie le fou B3, qui le fait bouger, et qui donc du coup, ce fou ne pourrait plus défendre le pion C2. Ouais, et on voit que si je joue un coup, H4, voilà, je joue un coup n'importe lequel, A4, fou A2, fou prend E4, et déjà, les menaces de mat sont présentes, on a perdu le pion E4, bref, ce serait absolument la cata, quoi. Il y a peut-être mieux, hein, mais déjà ça fait peur. Donc, ça a l'air convaincant, oui. Qu'est-ce qui se passe pour les blancs? Il y a des problèmes avec leur roi, les noirs sont en train de les prendre de vitesse. Alors, dans la partie, il a choisi roi B1, on aurait pu se demander ce qui se passait notamment sur dame D2, pour peut-être reposter la dame de façon un peu plus intelligente. On voit qu'en D2, elle protégerait le pion C2, elle attaquerait vers D6, éventuellement elle pourrait aider à sacrifier le fou sur H6. Donc pourquoi est-ce que le joueur avec les blancs a refusé cette perspective? Parce que les noirs continuent par A4, donc attaque le fou, donc ça c'est déjà bien, comme ça le pion C2 n'est plus défendu par ce fou, donc du coup ça contraint la dame D2 à rester à la défense du pion C2. Et maintenant, un sacrifice thématique dans ce genre de position, fou prend E4. Donc l'idée est d'attaquer, bien sûr, une fois de plus, le pion C2, et en cas de prise du fou, en E4, le cavalier F6 arrive
se joint à l'attaque, et après cavalier prend E4, on attaque la dame qui, je vous le rappelle, doit défendre le pion C2. Et en même temps, on menace une petite fourchette sur F2 qui ramasserait pas mal de matériel, et on sent que ça va pas trop chez les blancs. D'autant plus qu'on peut quand même continuer l'attaque avec les noirs. On peut imaginer des coups comme B4, on sacrifie le pion pour encore plus ouvrir les lignes sur l'aile dame. Donc fou F6 aussi peut-être qui peut. Ouais, bien sûr, c'est ça. Il n'y a pas que du point de vue du matériel, on va avoir une tour et deux pions pour un fou et un cavalier. Si jamais on se précipite pour prendre la tour, ce qui sera probablement pas le cas. Mais comme tu le dis, c'est du point de vue de la position, les noirs ont toutes les cartes en main. Ils ont l'attaque, ils ont les leviers, ils n'ont pas de problème avec leur propre roi, donc ça c'est absolument fini. Enfin, il faudra encore un peu de technique pour finir la partie, mais très clairement les noirs sont beaucoup mieux. Donc il a évité cette tactique et il a choisi le coup roi B1, qui est de toute façon ultra thématique dans la sicilienne avec les blancs. On n'a pas envie de rester face au canon là, face à nous, quoi, sur la colonne C. Donc les noirs continuent leur stratégie, bien entendu. A4, c'était à l'agenda. Maintenant, fou A2. Et ici, comment continuer l'attaque finalement? Parce qu'on ne peut plus faire mat en C2. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une question de temps ici. C'est roc opposé, donc c'est un peu une course. Le premier arrivé à gagner. Et du coup, il faut absolument ouvrir les lignes pour que nos pièces accèdent facilement au roi adverse. Donc le premier qui ouvre les lignes a de grandes chances de l'emporter. Et comme souvent, pour ouvrir des lignes, on utilise soit les pions, soit des sacrifices. Donc là, on voit pas trop ce qu'on pourrait sacrifier. En tout cas, les sacrifices... Pas tout de suite, en tout cas. Ouais. En tout cas, on peut imaginer quand même des sacrifices, genre fou prend E4. Ouais, ou cavalier prend E4 aussi, ça aurait pu cavalier prend, pour viser C2, il y a la tour H1 aussi en ligne de mire. Bon, c'est des choses qui viennent naturellement à l'esprit et qui sont probablement correctes en plus. Ouais, je pense qu'il n'y a pas qu'une bonne façon de continuer dans cette position précise, mais encore une fois, ce qu'on essaye de vous expliquer, c'est les principes généraux et des choses que vous pouvez reproduire dans vos parties et pas seulement, qui ne sont pas seulement propres à la position qu'on a sous les yeux. Donc là, dans la partie, il a joué le coup B4, qui est un moyen archi-thématique d'ouvrir les lignes. On ne regarde pas le matériel, on est content de donner ce pion, parce que des colonnes vont s'ouvrir inévitablement sur le roi blanc, et du coup, pas mal de pièces noires vont pouvoir participer à l'attaque. Donc dans la partie, il a pris du pion. S'il avait pris de la dame, on voit bien le bénéfice de ce sacrifice de pion, c'est l'ouverture de la colonne B, mais pas que d'ailleurs. Et on sent aussi que le pion C2 est moins bien défendu, puisque la dame a quitté la case D2 d'où elle défendait le pion. Donc là, il y a une suite concrète qui est E5. Ouais, là, elle était, pardon, je te coupe. Là, elle était en E1 en fait. On n'était plus dans la même variante. Ouais. Donc du coup, elle ne défend plus le cavalier E2. Mais bon, l'explication est la même. Maintenant, on peut avoir des coups comme, j'allais dire F4, pardon, E5 pour chasser le fou F4. Une idée ici traditionnelle aussi, ce serait de jouer D5 et de profiter d'un autre vis-à-vis dont on n'a pas encore parlé. C'est le fou E7 qui regarde la dame dans les yeux. Mais tactiquement, bon, tour B8 est bon aussi. Voilà. Sinon, on peut parler de ce fameux coup tactique fou prend E4. Cette fois-ci, pour jouer dame prend C2 et récupérer le cavalier en E4. Bon, je sais pas quelle est on peut pas savoir quelle est la meilleure suite. Faudrait analyser pendant un petit moment avec l'ordi. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, les noirs sont très nettement mieux que l'on choisisse tour B8, fou prend E4, E5. Voilà, les noirs ont l'initiative et dans ce genre de partie avec les rocs opposés, c'est absolument décisif. Alors dans la partie sur B4, tu nous as dit qu'il a repris avec le pion. Oui. Et maintenant, c'est fou prend E4, je crois. Voilà, et maintenant, le classique, j'ai envie de dire, parce que ça fait la troisième ou quatrième fois qu'on le voit dans les variantes, donc fou prend E4, donc l'idée c'est bien sûr de faire dame prend C2 au coup d'après, et on continue l'attaque avec le coup A3. Donc on voit l'importance d'avoir fait B4 deux coups avant. C'est que maintenant ce pion A peut participer à l'attaque, on attaque B2 et en même temps bien évidemment la tour A8 se frotte les mains et est prête à participer elle-même à l'attaque. Ouais, on menace mat, ouais. Par exemple si fou C1 c'est un mat rapide,
Si vous êtes habitué de la tactique du jour, vous allez trouver ça en quelques secondes. On ouvre la colonne, on sacrifie la tour en A2, et après roi prend, on peut faire mat tranquillement par tour A8. Donc ça va très très vite. Une fois que les colonnes s'ouvrent, le roi est vraiment livré à lui-même. Alors Gavrikov a décidé de défendre autrement avec tour B1. Ouais, tour B1, mais bon, on sent que ça va pas trop chez les blancs. Donc là, encore une fois, il ne doit pas y avoir qu'une suite qui gagne. Lui, il a choisi dame prend E4, Dame pardon. prend E4, ouais. Donc bon, il élimine le pion E4. Il a un œil sur un peu tout. Ouais, le cavalier F6 peut venir en D5 aussi. Ouais. Chose importante. La tour peut la arriver tour en sur C2. Donc c'est pas vraiment pour le pion E4 qu'il a joué ce coup. C'est pour libérer la case C2, donc pour faire intervenir une pièce supplémentaire à l'attaque, et aussi le cavalier en D5. Donc vraiment, il veut faire intervenir un maximum de pièces. Et aussi, si le cavalier vient sur D5, le fou en E7 peut aller sur F6. Donc vraiment, tout le monde participe à la fête. C'est toujours la même histoire de toute façon. Hein. On vous répète à longueur de vidéo que pour attaquer, il faut que les lignes s'ouvrent. Et pour ça, il faut qu'il y ait des mouvements ou des disparitions de pions. Donc si on prend le pion E4, ce n'est pas pour gagner un pion, c'est pour donner plus de perspectives, pour offrir des autoroutes à nos pièces, finalement. Alors regardons rapidement la fin. Fou D2, cavalier D5, comme tu l'as décrit, ça permet de préparer fou F6, cavalier C1. Bon, et là, il n'a pas voulu s'embêter. Il a décidé la méthode tranquille. Il échange les dames, il va récupérer beaucoup de matériel. Comme d'habitude, on n'est pas pressé de ramasser les cadavres, donc ce pion B2, on va plutôt préférer l'attaquer encore plus avant de le prendre. Maintenant, c'est vraiment terminé. Voilà. Il amène aussi le cavalier vers C4 ou vers A4 selon les cas de figure. Dans la partie, ça a été en C4. On a un joli tableau de maths en cas de fou prend C4. Si le fou veut bien aller jusqu'en C4. Pion prend B2 qui fait mat. Bon, on sent que le roi noir a été bien écrasé. Le roi blanc, pardon, a été bien écrasé dans la partie. Après B5. Il a choisi cavalier A5, qui est encore une fois un coup parmi d'autres, qui menace mat en 2 avec cavalier B3 échec. Pion prend B2. Pion prend B2, ouais, tout à fait. Ok, donc nous arrivons au terme de cette vidéo, Romu. Les points essentiels à retenir, qu'est-ce que c'est finalement? Donc il y en a 3. Donc on voit que pour faire monter la pression sur la dame, pour générer du jeu sur cette aile, les noirs disposent donc de la colonne C, bien évidemment, comme dans toutes les Siciliennes ouvertes. Donc c'est souvent une tour parfois c'est aussi une tour et la dame, parce que la case C7 notamment est une case assez traditionnelle pour la dame, mais la tour en C8 est évidemment une façon normale de générer du jeu sur cette colonne. Le deuxième élément qui donne du contre-jeu, c'est la case C4 pour souvent un cavalier. Donc on a vu pas mal d'exemples où ce cavalier en C4 était vraiment une épine plantée dans le pied des blancs, et les blancs avaient du mal à le tolérer et donc étaient obligés de s'affaiblir, ou en tout cas de faire des concessions pour éliminer ce cavalier qui est vraiment trop menaçant. Et ensuite, une fois que les concessions sont faites, évidemment, les noirs cherchent à exploiter ces affaiblissements. Et enfin, la troisième et dernière façon de faire monter la pression, c'est d'utiliser les pions A et B, souvent plutôt le pion B, mais là, dans l'exemple précédent, c'était le pion A, de façon à notamment chasser le cavalier en C3 qui défend l'aile dame et le centre. Donc ce pion en B5 peut s'avancer parfois en B4 et essayer de chasser donc ce cavalier, et aussi le pion A qui peut aussi avoir son mot à dire. On l'a vu dans le dernier exemple, notamment dans les rocs opposés, pour essayer d'éventrer un peu le roc, le grand roc des blancs, et ouvrir des lignes. Donc voilà, ce sont les 3 grandes façons de générer du jeu sur l'aile dame. Bien évidemment, ça demande toujours du calcul. Là, encore une fois, ce qu'on vous explique, ce sont des principes généraux. Il ne suffit pas juste de faire cavalier A5, cavalier C4, de fermer les yeux et de prier pour que ça se passe bien. Il faut souvent quand même calculer concrètement, et
et avoir un sens de l'initiative. Ça, on vous l'a assez répété aussi durant les différentes vidéos. On voit que le jeu dans la sicilienne est souvent un jeu concret, un jeu aigu, et le premier qui fait des menaces, en général, prend l'ascendant sur l'adversaire et est quand même bien placé pour gagner. Donc il faut avoir ce genre de choses en tête, mais cette remarque est valable aussi pour les blancs, et c'est ce qu'on verra dans nos prochaines vidéos qui seront justement consacrées aux différentes façons de combattre la sicilienne avec les blancs. Voilà, exactement. Donc on est arrivé au terme de cette étude avec les noirs, alors qui est extrêmement loin d'être exhaustive, mais on espère avoir survolé tous les points essentiels avec les noirs. Donc on vous rappelle, dans la première vidéo on avait parlé du sacrifice de qualité en C3, dans la seconde de la bataille pour le contrôle du centre, et ici on vous a présenté le jeu à l'aile dame. Donc bien entendu, il y aura d'autres vidéos du point de vue des blancs, et on vous invite à aller regarder les parties commentées, parce que très souvent, sachant que la sicilienne est l'une des défenses les plus jouées, très souvent nous commentons des siciliennes, parfois gagnées par les blancs, parfois gagnées par les noirs, mais ça vous permettra d'aller plus loin dans cette étude de la compréhension de la sicilienne, on va dire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist des parties commentées, vous trouverez des siciliennes assez fréquemment et assez facilement. Comme d'habitude, on vous remercie de liker cette vidéo, on espère que vous êtes arrivés jusque là. Vous avez vu qu'on essaie de faire des efforts pour vous aider à la lecture. On se doute que vous n'avez pas toujours 1 heure ou 1 heure et demie devant vous pour nous écouter. Donc on a chapitré les vidéos, vous pouvez les regarder en plusieurs fois et retrouver facilement où vous en êtes. Donc likez ces vidéos s'il vous plaît, pour nous permettre de savoir si vous appréciez le contenu ou pas. N'hésitez pas à commenter aussi pour nous donner vos avis, vos conseils. Abonnez-vous à la chaîne, ça on ne doute pas que vous l'avez déjà fait, ou on espère que vous l'avez déjà fait. Et enfin, partagez ces vidéos avec vos amis si vous savez qu'ils souhaitent progresser, qu'ils souhaitent étudier sérieusement le jeu d'échecs. Voilà, on espère contribuer à la progression du plus grand nombre de joueurs d'échecs. On vous dit à très bientôt pour notamment l'étude de la sicilienne côté blanc. Au revoir, à bientôt. À bientôt.